Donc pour commencer ce temps ensemble, j'aurais voulu aborder avec les intervenants la question de qu'est-ce que c'est qu'habiter un monde pollué du point de vue des lieux. Et donc en fait ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire habiter. Alors Christelle nous a déjà bien présenté son acception d'habiter, et on va prolonger avec Giovanni, si vous voulez bien, sur ce que vous voyez, vous, comme dimension au fait d'habiter, et comment, pour appréhender le fait d'habiter un monde pollué, il faut interroger la notion d'habiter. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup. Donc j'ouvre la table ronde, hein. On a chacun un petit plan de parole, comment ça marche. On a prévu un peu. Donc moi je travaille depuis plusieurs années sur les pesticides notamment, et la mobilisation, mais aussi la question d'habiter dans des mondes pollués par les pesticides, puisque j'ai fait des enquêtes dans des communes particulièrement touchées par l'agriculture intensive, l'arboriculture, la viticulture. Et la question que je me suis posée, c'est comment les gens se mobilisent ou ne se mobilisent pas, mais avant de se mobiliser, comment ils vivent dans ces endroits-là et qu'est-ce qu'ils font de la proximité de cultures qui sont perçues comme étant des cultures polluantes parce qu'on utilise beaucoup de pesticides de synthèse. Et j'étais très intéressé par le propos de Christelle Gramaglia, parce qu'en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que quand on essaye de décrire ce que ça veut dire habiter un monde pollué, eh ben, on a des descriptions qui sont très riches, très épaisses, et que habiter, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est travailler dans ces mondes-là, c'est s'y promener, c'est avoir des pratiques de loisirs. Et une des premières choses que moi je me suis rendu compte, c'est qu'il y a souvent un grand décalage, et ça Christelle l'a dit, donc je vais faire que répéter ce qu'elle a dit, mais sur un autre terrain, entre la façon dont l'habiter est perçu par des autorités sanitaires, par des agences d'expertise, et la richesse et l'épaisseur des pratiques sociales qui constituent ce que ça veut dire habiter. Je vous donne un exemple très précis. Pour qu'un pesticide soit mis sur le marché, il faut qu'il fasse l'objet d'un ensemble d'évaluations. Et aujourd'hui, cette évaluation des risques pour la santé humaine, elle va considérer qu'il y a 4 types de personnes qui sont sujettes à risque. Il y a les workers, les operators, les residents et les bystanders, donc les travailleurs, les opérateurs, les résidents et les personnes qui se promènent. Pendant très longtemps, les residents et les bystanders n'étaient pas du tout pris en compte par les autorités sanitaires. Donc on considérait que les seuls exposés, c'était les workers et les opérateurs. Et à chaque fois, cette évaluation elle va se faire sur des modèles qui sont des modèles très simplificateurs et qui ne prennent pas du tout en compte la richesse des pratiques qu'on voit là. Et donc ce décalage, il me semble intéressant, parce qu'en fait, il faut penser tout ça en même temps. Et il faut penser aussi le fait que les personnes qui sont concernées par la pollution, ce ne sont pas que des habitants qui vont avoir des pratiques de loisirs, de construction, c'est aussi des travailleurs, et que les expositions se cumulent entre travailleurs et qui circulent entre ces différentes pratiques. La deuxième chose, je finis là, c'est qu'on voit bien que quand on dit habiter un monde pollué, il y a habiter, on peut le dire d'une façon un peu descriptive, mais derrière ça, il y a aussi une dimension un peu normative. Quand les agences sanitaires disent c'est ça en workers, en fait, il y a une espèce de discours normatif, ça devrait être ça, travailler, ça devrait être ça, s'exposer. Et ce décalage, qu'est-ce que ça veut dire habiter, comment ça doit être, c'est un décalage qui va se jouer dans les agences, et qui va se jouer aussi au niveau très local, puisque les gens, quand ils vont prendre conscience de la pollution, vont se dire comment je dois habiter. Et c'est des questions qui vont se poser à eux-mêmes, mais c'est aussi des débats qu'il va y avoir entre les habitants sur les bonnes façons ou les mauvaises façons d'habiter. Et là, il y a une dimension que j'aimerais rajouter, qui a été évoquée un petit peu par Christelle, mais qui me semble aussi important, c'est que les débats normatifs sur ça veut dire quoi habiter, ils sont souvent pris dans des conflits autour de l'histoire des lieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, ce que j'ai repéré, par exemple, dans ces communes qui sont très touchées par les pesticides, c'est qu'il va y avoir beaucoup de débats pour savoir, les gens qui s'inquiètent, ce que vont dire des agriculteurs, ils s'inquiètent parce qu'en fait, ils n'acceptent pas d'être dans un monde rural, un monde qui a été... Bon. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on voit qu'un monde rural utilisateur de pesticides, ça peut s'historiciser, et que les pratiques productives ont beaucoup évolué au cours du temps, et qu'on peut très bien avoir des discours normatifs sur comment on doit habiter le lieu, qui vont être très différents selon le pas de temps historique qu'on prend. C'est-à-dire que si on prend que le XXe siècle, effectivement, la Champagne viticole, c'est un lieu où la viticulture intensive a joué un rôle très important. Si vous prenez 3 siècles de Champagne, ou même 2 siècles simplement, en fait, la viticulture intensive, c'était tout petit. Et donc, les façons d'habiter étaient beaucoup plus riches et beaucoup moins indexées à la viticulture. Voilà. Donc je dis ça, il peut y avoir des luttes qui est aussi autorisées à parler et définir ce que ça veut dire d'habiter, comment on doit habiter un lieu.